Donc, bonsoir à tout le monde. Euh, Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez StrassWeb. Je fais, entre autres choses, j'ai fait des formations aussi pendant cette période. Là, je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de... le titre de la formation, c'était créer votre site web, comment créer votre site web avec un CMS. Là, je vais aussi, donc du coup, commencer par vous expliciter ce que c'est un CMS, comment ça fonctionne. Ensuite, on va regarder les différents CMS qu'on peut utiliser, à savoir que, sachant qu'il y a quand même, je sais pas, on va regarder 5, je pense, ou 6, et il y a des milliers de possibilités pour des CMS que vous pouvez utiliser, donc ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne déjà une idée de comment procéder à faire un choix, si vous allez utiliser un CMS, et puis lequel choisir. Donc du coup, on va commencer par se demander qu'est-ce que c'est un CMS. Quelqu'un sait déjà ce que c'est un CMS? Qu'est-ce que ça représente, les lettres CMS par exemple? Oui, Content Management System. Okay? Système de gestion de contenu. En fait, quand on crée un site web, quand on faisait ça à l'ancienne, il y a 10 ans, voire un peu plus, on ouvrait un fichier texte, on commençait à taper du HTML, du CSS, du JavaScript éventuellement, du PHP, et puis on le mettait tout sur le serveur, et le serveur, il tournait, il nous donnait les fichiers que nous on avait déjà remplis, il les donnait à tout le public. Heureusement, ce n'est plus vraiment le cas, parce que c'était très long au début, mais surtout très long à mettre à jour. Et il y a pas mal de redondance, de répétition. On répète souvent le même code pour faire les mêmes éléments, les mêmes choses, mais plusieurs fois sur plusieurs pages différentes. Donc je sais si vous avez déjà essayé de faire un peu d'HTML, de CSS, c'est surtout comme ça que vous avez commencé. Vous avez appris à passer des éléments, etc. dans des fichiers HTML. En fait, dans un CMS, ce qu'on va faire, c'est qu'on délègue cette tâche de créer les fichiers HTML, etc. à un logiciel qui va tourner sur le serveur. Donc, le plus clair exemple, c'est, disons que j'ai un site avec 15 pages, mais que sur ces 15 pages, 10 pages, ils ont la même structure, c'est juste le texte qui change et le titre. Je vais créer un template une fois pour ces pages, et puis je vais dire au CMS de remplir le bon contenu dans chaque page en fonction de celui que je demande. Mais derrière, c'est le CMS qui injecte les contenus aux bons endroits dans le template, et le titre, et les images, etc. Et qui affiche cette page qui est créée là, et qui n'existe pas réellement, à l'utilisateur, qui se connecte et qui regarde ça. Donc, pourquoi choisir d'utiliser un CMS? C'est facile d'utilisation, surtout pour des mises à jour. Quand je dis que c'est facile d'utilisation, c'est que pour mettre à jour un CMS, une page, j'ai juste à me connecter, à changer le texte, à cliquer sur OK, et puis la prochaine fois que quelqu'un demande de cette page, le CMS il va prendre encore de nouveaux textes et pas l'ancien. J'ai pas envie et j'ai pas besoin de me connecter avec FTP, d'échanger l'ancien fichier, de le modifier, de le remettre sur le serveur ou d'écraser ce serveur avec un nouveau fichier. Tout ça se fait derrière, si vous voulez, et c'est du coup très simple à mettre à jour. On a aussi moins de développement. J'aurais dû mettre une petite parenthèse avec un point d'interrogation parce que des fois, on peut galérer beaucoup avec le CMS et puis du coup, finalement, on explose le temps de développement. Mais pour un nouveau site, on va dire normalement, il y a moins de temps de développement parce que prenons l'exemple du site de l'Université de Strasbourg. Si on avait fait ce site qui a probablement des milliers de pages, si on avait fait ce site sans CMS, on aurait dû créer à la main 1000 fois la même page, différentes pages avec les différents contenus. Là, on crée peut-être 20 templates, 20 gabarits de pages, et puis le CMS il va injecter les bons contenus aux bons endroits pour chaque page que je demande. Par contre, c'est pas que du bon, et malheureusement, forcément, il y a des inconvénients aussi. Un CMS, c'est moins flexible. Vous êtes obligé à suivre plus ou moins la logique du CMS, la logique du système. Il y a des systèmes qui fonctionnent d'une telle manière, d'autres qui fonctionnent d'une manière différente. Donc, si vous savez déjà comment vous voulez faire votre site, vous pouvez probablement trouver quelque chose qui est adapté. Mais si vous dites, en fait, mais là, maintenant, je veux
ça, je veux que, en fait, quand je charge la page d'accueil, bah, c'est une page aléatoire qui se charge et c'est jamais le même. C'est pas un CMS qui va avoir ça nativement, cette fonctionnalité. Il va falloir faire du développement en plus. Il va falloir contourner certaines façons que le système fonctionne. Donc, du coup, vous avez aussi moins de flexibilité avec un CMS. Et le dernier problème, bah, comment choisir? Comment va-t-on choisir un CMS? Parce qu'il y a des milliers sur le marché. Si vous tapez CMS dans Google, vous avez des tonnes et des tonnes. Ah, je vais déjà expliquer un peu ce qu'il ne faut pas faire quand vous faites votre choix. Il ne faut pas choisir un CMS fait pour les geeks. Il y en a beaucoup. Fait par des geeks, tous presque. Tous les CMS sont faits par des geeks. Mais fait pour les geeks, il y en a beaucoup qui permettent beaucoup de customisation, beaucoup de personnalisation, qui nécessitent que vous allez déjà, juste pour l'installer, vous allez devoir mettre le nez dans le code pour changer les variables, etc., pour configurer bien avec votre base de données. Ce n'est pas la peine. Il y en a qui sont très simples d'utilisation et qui sont faits pour des gens qui ne sont pas dans le milieu, qui ne sont pas développeurs. Donc autant les choisir. Pensez que le CMS compliqué égale mieux. CMS avec plus de fonctions, CMS avec le max de fonctionnalités, bah, c'est forcément le mieux parce qu'on peut faire le max de choses. Non. Plus de fonctions égale plus de complexité égale, déjà, ça tourne moins vite sur le serveur. Le serveur, il a besoin de plus de ressources pour faire tourner votre CMS. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Aussi, vous allez avoir plus de mal à par exemple, des conflits, pour faire des mises à jour, etc. Et aussi pour le mettre en route, pour le mettre en place au départ. Donc, avec un CMS, on essaye de trouver le CMS le plus simple, le plus réduit, qui va quand même remplir les fonctionnalités que vous voulez pour votre site. Choisir le nouveau sur le marché. Pardon, excusez-moi. Pourquoi ne pas choisir le nouveau sur le marché, à votre avis? C'est pas forcément le mieux, oui. Mais souvent, dans le web, plus que dans d'autres domaines, vous avez des gens qui vont dire « Ah, mais c'est magnifique ce CMS, il a un beau nouveau site qui est sorti le mois dernier, tout le monde dit « Ouais, c'est CMS qu'il faut choisir, etc. etc. » Bah, pourquoi ne pas forcément choisir ce CMS? Parce qu'il y a moins de gens qui peuvent nous aider sur Internet. Voilà, c'est ça, exactement. Si c'est le nouveau, bah, déjà, vous ne savez pas si dans 3 mois il va exister. Ou s'il est peut-être sorti, et bah, peut-être en fait personne ne le met plus à jour. Donc vous n'avez plus de mise à jour. Donc, dès qu'il y a une faille de sécurité qui est découverte, bah, tous les sites qui sont construits avec ce CMS, ils sont susceptibles. Et aussi, comme a dit, je ne sais pas comment vous appelez, mais Gabriel, comme a dit Gabriel, bah, vous n'avez pas de communauté derrière pour vous aider. En fait, le grand atout des CMS, surtout les plus connus sur le marché, c'est que vous allez pouvoir taper presque n'importe quel problème que vous avez dans Google et vous avez trouvé un forum avec quelqu'un qui a déjà posé cette question et 4 développeurs qui ont répondu parce que c'est des geeks, ils aiment faire ça, ils aiment aider des gens, etc. Donc vous allez avoir beaucoup plus de facilité à trouver quelque chose quand le CMS il est connu, à trouver quelqu'un qui peut vous aider, que si c'est totalement inconnu, c'est nouveau, qui vient de sortir, et ben on ne sait pas encore si les gens vont le prendre ou pas. Donc là, la double négation, ne pas faire de recherche. Donc faites des recherches. Okay, il faut évidemment, vous êtes déjà bien placé parce que vous venez une formation pour choisir, pour savoir ce que c'est des CMS et pour choisir comment ça fonctionne et pour choisir lequel utiliser. Mais il faut quand même faire des recherches de votre côté aussi et de regarder, bah, en fait, là maintenant que j'ai fait la formation, je comprends mieux mon besoin et du coup je vais trouver quelque chose qui correspond. Et ça se peut, très probablement, que ce serait un des 5 ou des 6 que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais, je ne sais pas si vous avez un besoin très spécifique, bah vous allez dire, en fait, je ne sais pas, par exemple, il y a des grands CMS qu'on ne va pas mentionner, genre des grandes plateformes, par exemple, pour du e-commerce. Il y a une grande plateforme on va pas parler parce que je présume que personne ici va monter une boutique de 100 000 euros de chiffre d'affaires, voilà, la semaine prochaine. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir, mais peut-être, je ne sais pas, dans 2 ans, vous allez dire, en fait, là, mon site d'e-commerce, il tourne vraiment bien et il est presque épuisé. Enfin, j'ai presque envie de faire beaucoup plus que je peux faire en ce moment. Là, c'est où il faut faire des recherches et dire, bah, qu'est-ce que c'est le CMS le plus utilisé pour faire du e-commerce, par exemple. À l'occurrence, ce serait Magento. Et permettre à un web designer de vous dire quel est le CMS est le meilleur. Donc, je ne suis pas web designer, mais c'est un peu la même chose. Il ne faut pas me laisser un ami vous dire « Ah, ben en fait, il faut choisir celui-là parce que c'est le meilleur. »
Okay, c'est pas forcément le meilleur pour votre cas. C'est peut-être le meilleur parce que ce mec, il se connaît en développement, du coup, il dit, bah ouais, c'est super extensible, je peux rajouter plein de fonctionnalités, on tape un peu de code. Ça vous intéresse pas forcément. Ok. Donc, en gros, pour installer un CMS sur un serveur, vous avez quelques étapes. Et ce n'est pas toujours identique, mais c'est quand même très semblable, très similaire pour tous les CMS. Déjà, il faut vérifier que votre serveur est compatible. Donc, si vous avez le hébergement gratuit de free.fr, il y a des chances que ce ne soit pas compatible. Si vous payez un minimum pour votre hébergement, c'est presque sûr que pour les CMS de base, c'est compatible. Et puis, plus vous payez cher, plus vous avez des modules qui sont nécessaires pour des CMS plus compliqués. Okay, c'est une question de regarder dans la documentation du CMS, de regarder quelles sont les nécessités côté serveur, et de comparer ça avec ce que fournit votre hébergeur. OVH, par exemple, le plan perso de OVH, vous pouvez faire tourner tous les CMS que je mentionne dans cette présentation, sauf le dernier qui est un peu spécial. Mais par exemple, si vous avez le truc perso de OVH ou de one-on-one, et vous avez 15 000 visiteurs dans le mois, bah, le truc il va planter, il va être super lent, et du coup ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire bah, il faut un hébergement qui est adapté au nombre de visiteurs que vous avez et au CMS que vous avez. Vous allez sur le site du CMS et vous le téléchargez. Ensuite, lisez le guide d'installation. Ok ? C'est très important, ce n'est pas tout pareil, c'est pour ça que s'il y en a où c'est très similaire, il y en a où c'est un peu différent, il faut modifier d'autres choses, il faut aller différents URL, etc. Vous vous munissez de vos identifiants SQL. Donc là, c'est quelque chose, si vous ne savez pas ce que c'est SQL, ça s'appelle MySQL et c'est la base de données, c'est-à-dire où sont stockées toutes vos données. Et en fait, sur un serveur web, c'est à part. Donc vous avez tous les fichiers HTML, PHP qui sont votre habillage, le contenant de votre site, le gabarit, et puis tous les contenus des pages, les titres, les commentaires, etc., tout ce genre de trucs qui sont stockés dans la base de données. Tout ce qui est texte est stocké dans la base de données. Et qui est stocké à part ailleurs sur le serveur. Et vous avez accès à ça uniquement via une interface qui s'appelle MySQL. Votre hébergeur, que ce soit one-on-one OVH, que ce soit un autre hébergeur qui est un peu mieux, va vous munir forcément de vos identifiants SQL, et du coup, il suffit de les avoir quand on fait l'installation. Donc, en gros, on prend le pack qu'on va télécharger du site, on le dézip, et on le met sur le serveur avec du FTP. Si vous avez déjà fait un peu de web, vous savez ce que c'est du FTP, sinon vous pouvez vous renseigner, mais en gros, c'est un système pour transférer des fichiers sur des serveurs à distance. Vous mettez tout sur le serveur. Et puis, avec votre navigateur, soit vous naviguez à index.html ou index.php, soit vous naviguez à install.php, ça dépend du système, mais de toute façon, dans le guide d'installation, il va vous dire ce qu'il faut faire là. Et ici, vous allez avoir des petites étapes, genre l'étape 1, 2, 3, 4. À un moment donné, il va vous demander votre identifiant. Du coup, vous mettez quelque chose que vous n'allez pas oublier tout de suite. Il va vous demander aussi vos identifiants SQL. Du coup, vous allez saisir ce que vous avez déjà, etc. Mais c'est très simple. Normalement, c'est très facile d'utilisation. Alors, je vais maintenant passer à parler des CMS un peu en détail. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bien clair ce que c'est un CMS ou pas? Parce que, je ne sais pas, il y a des gens qui arrivent à cette formation qui connaissent déjà, il y a des gens qui arrivent qui n'ont aucune connaissance. Donc, autant que j'explique pour être clair. Oui, non, oui, il y a des noms? Non. Ok, ben, je vais, du coup, imaginons que, oui. Ok, si vous avez besoin. Ok. Sinon, peut-être ça aide si on pourrait voir aussi. Oui, par exemple. Oui, ok. Du coup, en fait, qu'est-ce que je peux vous montrer comme site? Bon, par exemple, le site de Strasweb.
Du coup, le site de StrassWeb, il est fait avec le CMS WordPress. Bon, ça arrive. Lentement. Voilà. Et vous allez voir que majoritairement, donc, on a la page d'accueil, notre page association par exemple, même gabarit, tout ça ne change pas. Ouais. C'est le texte et les contenus qui changent. Vous avez les formations. Même gabarit, ici et là, c'est que les formations qui changent. Vous avez hébergement. Et je vais dire la même chose. Tout ça, ça reste le même. Et vous avez juste le contenu de la page qui change. Pourquoi? Parce que ces blocs ici sont gérés par le CMS. Et du coup, pour chaque page, il applique le même habillage. Il y a un seul, pour ce bloc-là, de côté, et pour le bloc en haut, il y a pour chaque élément, chaque bloc, un template, un seul fichier, qui est appelé plusieurs fois, et il insère le bon contenu dedans. Il dit, au moment, là, je vais insérer, par exemple, pour notre calendrier, il insère l'information qui dit qu'aujourd'hui, on est le 12, et du coup, on a le carré gris autour du 12, mais demain, il ne va pas refaire le fichier, il va juste insérer une information qui va dire aujourd'hui on est le 13, et du coup le CMS il va mettre en évidence le 13 et pas le 12. Okay, c'est lui derrière qui fait des calculs pour nous afficher tout ça. Après, je vais voir si je peux. Donc là, on va, si on se connecte au back-office du site, c'est bien, ils se souviennent de mes identifiants. Donc là, je me log avec mes identifiants à moi, administrateur. Donc ce n'est pas des identifiants que tout le monde a pour ce site. Et vous avez un tableau de bord. Et dedans, vous avez les pages. Donc dans page, vous avez chaque page qui correspond à une page du site. Qui va prendre le gabarit page et qui va insérer le titre et le contenu respectif en fonction de si c'est la page association, ou si c'est la page formation, ou si c'est la page catégorie, ou si c'est la page emplacement. Et si je voulais ajouter une page, je clique sur ajouter une page, je rajoute un titre et un texte et c'est bon. Ok? Et puis, il ne va pas me demander de refaire un gabarit, il va juste dire, c'est une page, du coup, je l'applique la même mise en forme, la même couleur pour le titre, et la même couleur pour le texte, etc., etc., etc. On a aussi des commentaires, etc. On peut rajouter des extensions, mais ça, c'est un peu plus poussé. Mais en principe, c'est le principe de séparer entièrement le contenant, les gabarits, du contenu, qui est le texte, les images, etc., qui sont stockés dans la base de données, et puis de seulement les mettre ensemble au moment où quelqu'un appelle une page. Quelqu'un tape l'URL dans la barre d'adresse, ici, et qui dit, en fait, moi, je veux voir la page association. Je ne suis pas sûr que c'est une page. Non, c'est pas une page. Ah, c'est l'association avec un L. Mais, du coup, il va trouver la page association. Vous comprenez à peu près le principe de... Voilà. Donc, vous pouvez facilement faire un site parce que vous téléchargez un CMS comme ça, vous mettez vous faites l'installation en suivant le guide, et puis vous aurez un truc avec une interface d'administration comme ça, avec un template de base, et vous pouvez rajouter déjà des pages et avoir quelque chose qui est en ligne. Ce ne serait pas très beau, probablement, ce ne serait pas très abouti en termes graphiques, mais c'est quelque chose quand même. Ok. Mais un CMS, il ne veut pas dire un template qu'il peut avoir. Il peut avoir plusieurs templates, oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est effectivement le CMS qui va gérer le contenu. Il prend, quand on l'installe, il y a normalement un seul template par défaut. Des fois, avec WordPress, il y en a deux. Mais on peut télécharger un template d'un site. Souvent, c'est payant, mais très peu cher, genre 30 €. On choisit un template qu'on aime bien, on le télécharge, on l'installe, et puis on peut créer un site avec les éléments qui sont inclus dans le template, et on n'a pas besoin de toucher du code du tout. Donc on a fait installation, ok, les CMS. Du coup, ce qu'on vient de voir, c'est WordPress. Vous connaissez déjà un CMS, c'est probablement celui que vous connaissez. Sauf si vous avez eu à bosser avec le boulot, peut-être c'est quelque chose d'un peu plus
Mais en ce moment, WordPress, il a à peu près 60 à 70% du marché des CMS dans le web, ok? Ce qui est énorme. À la base, un peu d'histoire. À la base, WordPress, c'était un CMS fait pour des blogs, uniquement. Un blog, c'est-à-dire un site où le noyau du site, c'est un fil d'actualité. De post, de quelqu'un qui va saisir un post et qui va le publier, et que ce post, il va se mettre en haut, et il va repousser tous les autres, et la page d'accueil, du coup, c'est une liste de tous les posts les plus récents avec le plus récent en haut. Ok? À la base, WordPress, il a été fait pour ça. Il y a 3 ans, 4 ans. Peu à peu, des gens ont commencé à prendre ce socle, à prendre ce CMS, et à l'adapter pour afficher un site statique, qui n'était pas un blog, qui était juste un site avec des pages. Ils ont commencé par, en fait, créer des articles qui étaient, pour le CMS des articles, et qui, en fait, et puis faire des liens qui pointaient vers ces articles-là et dire que c'était des pages. Et du coup, la communauté qui était derrière WordPress, ils ont commencé à adapter le CMS et ils ont rajouté la fonctionnalité de page. Donc, en gros, maintenant, on a dans WordPress, on a des articles, c'est vos articles de blog, et on a des pages. Et les pages, c'est statique, ça ne change pas, l'URL est toujours le même. Vous pouvez même maintenant, vous pouvez depuis un moment modifier le socle WordPress, modifier un paramètre pour dire que je veux que la page d'accueil de mon site, ça soit une page statique et pas une page qui liste tous mes articles, etc. Donc, WordPress est devenu la réponse à la question quel CMS est le plus facile et le plus simple pour la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'il est très régulièrement mis à jour. Les mises à jour sont évolutives. Si ça vous dit quelque chose, ça veut dire... Oh, j'ai passé tout. Évolutive, ça veut dire que, en gros, pour chaque mise à jour, on n'a pas besoin de... On ne refait pas la roue. On rajoute une partie, on fait évoluer les choses. Mais on n'est pas avec d'autres CMS, vous allez avoir une mise à jour qui va dire que vous allez devoir faire un processus de migration pour ramener tous vos contenus au nouveau serveur, au nouveau socle, etc. C'est très lourd, c'est très long. Avec WordPress, les mises à jour, chaque mise à jour est une petite mise à jour, mais il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que vous avez moins, si vous faites des mises à jour régulières, vous avez moins de chances à avoir des problèmes de compatibilité avec votre thème ou avec vos plugins quand vous faites une mise à jour. Rapidité de mise en prod. Avec, dans, je dirais, 15 minutes, si vous avez déjà les identifiants, vous pouvez avoir un site qui tourne. En allant sur le site WordPress, en téléchargeant des packages, en les mettant sur le serveur, et en faisant le truc d'installation, vous avez un site qui tourne dans 15 minutes. Ce sera le site avec le thème de base. Mais c'est très rapide et très simple à mettre en production. Et parce que, à la base, c'était un système qui était basé sur le fil d'actualité. Les fils d'actualité et les blogs sont au cœur de ce CMS. Et du coup, si vous avez un site qui tourne autour de quelque chose d'actualité, où vous allez vouloir mettre des actus, je ne sais pas, tous les jours, toutes les semaines, etc., c'est très adapté parce que tout ça, c'est le fonctionnement natif, c'est le fonctionnement par défaut. En fait, c'est les pages qui ont été rajoutées après, les pages statiques. Pourquoi est-il probablement le plus utilisé dans le monde en ce moment? Un peu à cause de ça, mais un peu aussi à cause de l'inertie. C'est-à-dire que maintenant, WordPress, il est très utilisé, et du coup, il y a une énorme communauté de développeurs derrière, il y a beaucoup de plugins, il y a beaucoup de thèmes qui sont de relativement bonne qualité et pas trop chers. Vous avez beaucoup de réponses sur des questions qui sont posées sur des forums pour je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, etc. Et la documentation est très très complète. Et du coup, plus les gens l'utilisent, plus c'est le cas, plus les gens veulent l'utiliser parce qu'ils savent que derrière il y a un soutien, il y a une communauté, il y a des plugins, etc. qui vont tourner. Donc c'est pour ça que c'est une des raisons.
autrement, c'est effectivement parce que c'est facile d'utilisation, c'est facile d'accès. Et c'est bien régulièrement mis à jour. Donc là, on a par contre quelques inconvénients. Ce n'est pas comment dire, le Saint Grail, le Grail, Saint Grail, voilà. Les inconvénients, c'est le premier et le plus important pour moi, c'est qu'il supporte très mal la charge. C'est-à-dire que, moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois, on monte un site WordPress, il y a, disons, 200 personnes qui le consultent par jour, très peu. 200 personnes qui consultent un site par jour, c'est très peu. C'est peut-être beaucoup pour certaines personnes, mais en termes global, en termes de l'Internet, c'est très peu. On monte un site avec WordPress. Mon ami a fait ça quand il est allé en Écosse. Il a publié un article sur Facebook. Il publiait tous ces articles qu'il écrivait dans son blog. Il publiait sur Facebook. Il y en a un qui a été republié par quelqu'un sur Twitter, sur un compte Twitter qui était un peu suivi par des gens. Et bam, il a eu 15 000 visites dans la journée sur cette page, sur cet article, parce que ça a été repartagé par des gens, etc. Bah, le serveur a totalement planté, le site n'était plus accessible, il a dû appeler son hébergement pour qu'il modifie, qu'il change d'hébergement pour un truc qui était plus puissant, parce que, en fait, WordPress, autant il est très simple, il manque un truc que beaucoup d'autres CMS ont d'office, et c'est un cache. Un cache, c'est... Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne un CMS. Je tape une URL, le CMS génère la page pour me montrer. Si 15 000 personnes tapent cette URL, disons même si 1000 personnes tapent cette URL dans les 15 minutes suivant la publication, le serveur il doit générer la page 1000 fois. Un cache, ça rajoute une couche entre ce qui est affiché et ce qui est généré. C'est-à-dire, le cache va juste dire quelqu'un fait une requête pour cette page. Est-ce que cette page a été créée dans les derniers 30 minutes pour quelqu'un d'autre? Oui ou non? Oui. Est-ce que ça a été changé? Oui ou non? Non, il n'y a pas eu de modification entre-temps. Du coup, je vais juste redonner la même page que j'ai déjà donnée, que j'ai stockée en sauvegarde. Et du coup, il ne régénère pas la page à chaque fois, il donne juste ce qu'il avait déjà généré une fois à la personne. Ce qui veut dire que si 15 000 personnes tombent sur le site, c'est beaucoup plus facile pour le serveur de juste redonner la même page 15 000 fois que c'est pour générer la page 15 000 fois. Du coup, vous avez beaucoup moins de chances à planter. WordPress n'a pas de cache, par défaut. Il y a des plugins qui le font, qui sont gratuits, qui sont très bien. Mais par défaut, si vous le rajoutez, si vous faites rien, WordPress n'a pas de cache. Ils peuvent pas le corriger. Pour eux, c'est pas une correction. C'est fait exprès pour eux. Parce qu'ils disent, c'est pas fait pour des grands sites. Si quelqu'un veut en faire un grand site, qu'il installe un plugin qui fait cache, puis il y en a 15 ou 20, il y en a 3 qui sont très connus, un qui est payant, 2 qui ne sont pas. Et ils disent que c'est pas voulu, pour l'instant, de le mettre dans le socle, de le mettre dans le noyau. Du coup, il faut absolument installer un cache si on imagine avoir, même si on imagine la possibilité d'avoir beaucoup de gens qui vont tomber sur le site en même temps. Et deuxième grand problème pour moi, parce que je suis web développeur spécialisé multilingue, il n'y a pas de multilingue. Il y a 2 plugins, dont un qui est gratuit et qui, je ne pense, est plus mis à jour. Donc, ça fait 1 an que je ne l'ai pas utilisé. Et l'autre qui est payant, qui est à 80 €, un truc du genre, qui ajoute cette fonctionnalité multilingue. Mais qui, avec l'ajout de la fonctionnalité multilingue, apporte pas mal d'autres petits problèmes, notamment des lenteurs, notamment des incompatibilités avec certains plugins, parce que le socle, par défaut, il est monolingue. C'est-à-dire que si je crée un site, il faut que ça soit dans une langue uniquement. Si je crée un site avec d'autres CMS, je peux dire, mon contenu sera tant en anglais, tant en français, tant en allemand, etc. Et il gère tout ça tout seul. WordPress, c'est pas le cas. N'empêche que je fais quand même des sites multilingues avec WordPress beaucoup. Donc, avec un plugin qui s'appelle WPML.
Mais c'est, comme dit, il n'est pas idéal. Il y a des problèmes, déjà, il y a des lenteurs, donc si on utilise ce plugin, il faut absolument avoir un cache pour rendre plus vite le site. Donc, encore un plugin. Si on a ce plugin, il y a aussi des problèmes il n'est pas toujours compatible avec des thèmes quand on achète. Moi, qui n'achète pas vraiment de thèmes, ça va, mais j'ai déjà eu des problèmes avec d'autres clients qui ont fait appel à moi justement parce qu'ils ne pouvaient pas faire la conciliation entre le thème qu'ils avaient acheté et le plugin WPML, etc. Et du coup, finalement, on va dire que WordPress est adapté pour des sites institutionnels ou événementiels, des blogs, des sites d'actualité avec peu de visiteurs. Peu, entre guillemets, peu, je veux dire peu dans les termes du web, quoi. On parle de centaines de personnes par jour et pas de milliers. Et j'ai pas rajouté, mais aussi monolingue. Parce que on peut faire du multilingue, je l'ai fait. Il y a beaucoup de clients qui demandent, mais il faut absolument que ça soit WordPress parce que c'est génial, etc. Et parce qu'il y a plein de plugins, et parce que le plugin que moi je veux, il est seulement sous WordPress, donc du coup il faut WordPress. Mais c'est un peu galère avec le multilingue. Du coup, des questions? Le site wordpress.org, vous pouvez télécharger, vous pouvez même tester avant de télécharger. Enfin voilà, c'est plutôt simple. Spip. Système de publication pour Internet partagé. Spip, c'est un CMS qui est écrit en France par des développeurs français. C'est rare, hein? Non, c'est pas si rare que ça, mais le fait qu'il est écrit en France, en français. Français et belge. Hein? Français Et belge? Ah, merci, pardon. Donc, Spip est un CMS qui commence à dater un tout petit peu maintenant, mais qui est quand même d'actualité. Qui a certains avantages, notamment la gestion d'auteur. Donc, avec WordPress, on a aussi, mais avec Spip, on a plus de possibilités pour vraiment gérer les droits que les gens ils ont. Par exemple, imaginons que j'ai un site institutionnel, je donne des accès au conseil d'administration pour ceux qui sont des accès administrateurs, pour qu'ils puissent administrer, modifier des choses, installer des plugins, etc. Par contre, aux membres, je veux qu'ils contribuent des articles, mais je ne veux pas qu'ils aient la possibilité de modifier autre chose que de contribuer des articles. Avec Spip, il y a beaucoup de possibilités, de paramétrage, etc., pour vraiment peaufiner les accès que chacun a, etc. Bon, certes, il n'a que le droit d'écrire dans certains dossiers, etc. Deuxième grand atout, multilingue. Par défaut, Spip est multilingue. Tout est conçu, à partir du début, à être multilingue. Le site, l'interface administration et le template par défaut a été traduit dans plus de 28 langues, je pense, un truc du genre. Et par défaut, je peux juste cocher des cases dans des paramètres du site pour dire je veux activer le français, l'allemand, etc. Et puis quand je crée un article, il va me proposer, vous voulez aussi créer cet article en allemand ou en français ou juste en anglais ou juste en anglais et français mais pas en allemand et ensuite en allemand et en italien, etc. Et il a aussi du support pour des langues comme l'arabe qui sont écrits à l'envers, left to right as opposed to right to left. Et du coup, pour ces langues-là, ce n'est pas juste une question d'afficher le texte à l'envers, mais c'est aussi une question, surtout, d'inverser, par exemple, l'interface du site, pour que le bouton Home, il soit pas en haut à gauche, comme nous on a l'habitude, mais en haut à droite, parce que c'est là où c'est plus logique si on lit la page de droite à gauche, etc. Et de bouger les navigations horizontales, navigation, etc. Donc, il est très bien conçu pour faire des sites multilingues, et surtout en France, il y a peut-être maintenant 3 ans, ou peut-être un peu plus. C'était très très utilisé pour des sites institutionnels qui étaient écrits en français, en anglais ou en espagnol, etc. C'était où il y a beaucoup de Spip.
c'est écrit par des Français en français. Le code, quand on modifie le template, et quand on modifie les templates, etc., les codes, les raccourcis, les textes, enfin les mots-clés et tout ça, c'est en français uniquement. Et la documentation est très développée en français. La documentation sur WordPress, je ne sais pas s'il est très développé, je l'ai jamais utilisé en français. Ça va? Ok. Mais en tout cas, ce script, il est très complet. Il est simple d'utilisation. Il est souple, on peut faire plein de choses avec. C'est beaucoup plus flexible que du WordPress. Mais ça demande aussi de mettre un peu le nez dans le code. C'est moins facile pour un novice. Il y a moins de thèmes que vous pouvez installer tout fait. Ou moins, je vais dire, moins de thèmes de grande qualité que vous pouvez installer tout fait, que vous pouvez acheter. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une petite courbe d'apprentissage qui est un peu plus raide que pour WordPress. Après, il y a du cache. Hein. Donc ça, c'est bien. Votre serveur ne va pas planter à cause de nombre de visiteurs énormes sur un article. Mais il y a le multilingue aussi qui est vraiment bien fait. Mais c'est vrai que pour un novice, c'est peut-être un peu moins facile. Du coup, on va dire qu'il est adapté pour des sites de plus d'une dizaine de pages. Donc plusieurs pages parce que, en fait, la façon qu'il gère l'hierarchie, WordPress, c'est très lent à mettre, celui, il va dans tel dossier, etc. Split, il est fait presque comme une grande bibliothèque ou un répertoire sur votre ordinateur, un dossier où vous allez avoir des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers à l'infini, que vous pouvez mettre celui dans ce dossier-là, et ce dossier-là, vous pouvez avoir plusieurs par an, etc. C'est bien, c'est plutôt facile à classer des documents, ce genre de choses. Donc si vous avez beaucoup de pages, c'est peut-être bien. Des sites qui sont en évolution constante, où on peut modifier facilement des articles, etc. Ça c'est un peu, ça c'est clair. Des sites multilingues, des sites avec plusieurs contributeurs. Et des sites, donc un exemple c'est effectivement un site informatif sur un thème avec des collaborateurs qui vont contribuer des articles, etc. dans certains dossiers. Voilà. Il est par contre moins adapté pour des sites avec seulement quelques pages statiques, parce que c'est un peu trop. Donc du coup, un site vitrine avec 5 pages, vous pouvez faire du script, ça ne va pas planter, mais c'est juste que c'est peut-être un peu trop pour... Et peut-être, si vous n'êtes pas développeur, c'est peut-être un peu trop de travail pour faire le template, etc., pour ne pas avoir beaucoup d'avantages. Donc là, il y a split.net qui est où vous pouvez télécharger le CMS. Il y a aussi, ça c'est un exemple du site qui fait avec Split. Ce que je vais faire aussi... c'est je vais vous montrer si je le trouve. Dans la formation que je fais sur Split, il y a aussi un site qui permet de créer un site de test pour voir ce que c'est l'interface d'administration, etc. Vous pouvez faire ça à la maison, c'est très simple à faire. Vous faites ça sur un serveur et puis le serveur il va virer le site après, je sais pas, après 24 heures ou un truc du genre. Donc vous n'allez pas le garder, mais c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Et c'est... Voilà, c'est le site grml.ue. Et en fait, vous allez à... Merci. Ok. Non, il est disparu totalement. Voilà. Vous allez à grml.ue. C'est ce que j'ai dit, je pense. Ou c'était gmrl, je ne me souviens pas. Non, c'est ça. Voilà, le site GML.ue utilise l'utilisation de script. Pour créer un site, choisissez un nom de site et rendez-vous sur l'URL nom du site .grml.ue. Entrez-y le mot de passe magique écureuil, en minuscule sans guillemets et sans accent sur le et. Et vous allez installer un script tout neuf. Et du coup, vous allez à, je sais pas, ici, vous mettez machin truc, .grml.ue, et il va dire, sauf si quelqu'un a déjà utilisé dans les 24 heures précédentes,
please enter the activation code, on met écureuil, et puis on suit les instructions, et puis il installe un script pour nous. On peut regarder le back-office, comment ça fonctionne, l'interface d'administration, etc. Et tout sera viré dans 24 heures. Du coup, pour revenir à nos moutons. Ah, j'ai presque plus de batterie. Donc voilà. Maintenant, Joomla. Qui connaît déjà Joomla? Non, personne? Soyez heureux. Non, c'est une petite... ouais, c'est une blague du domaine, quoi. Joomla, c'était un des premiers CMS. C'est un CMS très, très complet. Il est maintenant très vieux. Il a beaucoup de flexibilité, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. En fait. Il y a un moment, il y avait beaucoup de gens qui créaient des sites avec Joomla parce que justement, par rapport à WordPress, il y a beaucoup plus de possibilités de mise en page. On peut avoir beaucoup plus de modules qui sont modifiables par un administrateur, etc., etc. On peut afficher ce module uniquement sur ces pages-là, pas sur ces pages-là. On peut dire que cet article-là, il remonte automatiquement en page d'accueil, mais seulement quand l'utilisateur vient d'Australie ou je sais pas quoi. Enfin, c'est des trucs vraiment super loin, super poussés, mais l'interface administration, c'est un truc qui date depuis 10 ans. C'est très très lourd, c'est très compliqué, c'est facile à s'y perdre, c'est pas très ergonomique. Donc, il y a quand même des avantages. Il y a quand même des avantages. Donc, avec la nouvelle version 3.5, enfin 3.5, non, 3.5 il est sorti, je pense, ouais. 3.5. Avec la nouvelle version 3.5, l'interface d'administration est beaucoup mieux. Donc, je vais quand même dire ergonomie du back-office. C'est beaucoup mieux que c'était avant. Et si vous êtes si vous êtes amené à administrer un site, mais ne pas à la créer, juste à faire l'administration, c'est très similaire à des outils que vous connaissez déjà, comme Word, Excel, etc. La façon de changer du texte, de saisir, de afficher, de fermer, etc. Ce genre de trucs, parce que ça date aussi de la même époque, c'est très similaire. Donc, si vous êtes amené à administrer un site comme ça, fait sous Joomla, vous allez avoir peut-être plus de facilité que si c'était sous Script, par exemple, parce que vous avez moins besoin de connaître des trucs du domaine, c'est plus ouvert, on va dire, à des gens qui viennent d'autres domaines. Il y a aussi une médiathèque très poussée, qui est très bien, qui permet le stockage de fichiers. En fait, un des désavantages, on va dire, un des inconvénients de WordPress aussi, c'est que lui, en termes de médias, il ne permet pas de classer, par exemple, les médias. Donc, si on a 10 000, non, ils sont un peu raisonnables. Si on a 1000 photos sur un site, en fait, à chaque fois qu'on veut ajouter une photo, il va juste nous faire une grande liste de tous les 1000 photos. Je ne peux pas les mettre dans des dossiers ou des sous-dossiers, etc. Je ne peux pas les ranger. Donc, là où Joomla a un avantage, c'est parce que c'est une usine à gaz, mais il a quand même des outils qui permettent de trier, ranger, etc. Outre ça, ce n'est pas marqué, mais c'est aussi le fait, comme j'ai dit, c'est très flexible. C'est quelque chose qui peut faire beaucoup de choses. Il y a un cache intégré. Il y a plein de choses qui sont intégrées dedans. Des formulaires de contact, etc. Des contenus, des types de contenus, le multilingue est maintenant natif depuis 2.5. Ce qui est bien. Mais les contenus, la façon dont ils structurent les contenus est très complexe. Très, très complexe. Il y a, sous WordPress, en gros, il dit, c'est une page. Et puis, si on veut que ça soit dans une hiérarchie, il faut juste lui donner un parent. On va dire qu'il a un parent, du coup, il est l'enfant de cette page. Donc, Joomla, c'est
super complexe. On ne peut pas dire que c'est un enfant. Il faut créer en fait un lien de menu, un menu qui va attribuer l'attribut enfant à cette page qui appartient à un tel parent et que en fait quand on clique dessus, on a l'URL qui fait genre page 1/page 2 pour faire que c'est un enfant. Quand je dis que c'est un enfant, je veux dire que c'est dans la hiérarchie, il est en dessous. C'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec des modules qu'on peut afficher sur certaines pages, mais pas sur toutes les pages. Mais là aussi, on se perd beaucoup. On a beaucoup de problèmes, un problème très casse-tête avec les modules qui ne s'affichent pas, parce qu'en fait, il faut que les modules s'affichent en fonction pas de la page où on est, mais de le lien de menu. Et du coup, si la page n'a pas de lien de menu, bah, les URL, c'est... Ouais, ouais. Les menus, c'est très complexe à gérer. Et il est très grand. Sur le serveur, en nombre de fichiers, c'est très très grand. La maintenance est très compliquée. Il y a une autre raison pour laquelle la maintenance est très compliquée aussi, c'est que les mises à jour, par rapport à WordPress, qui est très évolutif, Joomla, c'est des point release. On était version 1, et puis on fait version 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, et puis on fait version 1.5, qui est la version, on va dire, longue durée. Donc, dans le domaine informatique, souvent on a deux types de versions. On a des versions courte durée. Ça, c'est quand on met à jour, on va dire, des petites mises à jour. Et puis, quand on fait une grande mise à jour, on dit que c'est une version longue durée. Et du coup, bah, on va dire que cette version, si je suis à 1.5, je sais que dans un an, je pourrais toujours être à 1.5 sans devoir trop changer. Peut-être c'est des petites mises à jour à 1.5.1, 1.2, 1.3, mais c'est des petites choses. Je ne vais pas devoir changer beaucoup dans mon site pour aller je peux rester à 1.5 pendant un moment. Et puis après, ils vont dire, OK, bah, 1.5, ce n'est plus du tout supporté. Vous allez devoir passer la prochaine version de longue durée qui est 2.5. Et du coup, bah, là, il y a une grande migration à faire. Et puis pendant 2 ans, vous êtes tranquille parce que vous avez très peu de choses à faire après. Lorsqu'avec WordPress, vous avez peut-être tous les mois des petits trucs qu'il faut quand même mettre à jour et mettre à jour. Avec Joomla, vous êtes plus ou moins sûr que vous n'allez pas avoir un truc à mettre à jour. Mais par contre, quand le jour arrivera, oh mon Dieu, c'est un énorme boulot. Là, je l'ai fait l'année dernière pour un site institutionnel. Mais on a pris toute l'année à faire la migration entre 1.5 et 2.5. À changer la base de données, à avoir tous les plugins qui ne marchaient plus parce que c'était plus supporté sur la nouvelle version, le template qui ne marchait plus parce que c'était plus supporté sur la nouvelle version. C'était grand bazar. Donc voilà. C'est très complexe en termes de maintenance. Voilà. C'est réputé le moins professionnel, mais il peut s'adapter à tous les projets de site web. Il peut s'adapter. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais il peut. Il a beaucoup d'extensions, notamment e-commerce et aussi des sites communautaires. Mais on va voir un autre CMS qui a aussi un peu pris le rôle de Joomla, qui était... En fait, Joomla, il y a 5 ans et il y a 6 ans, même il y a 10 ans, il était le CMS qui faisait tout, qui pouvait faire tout avec les bonnes extensions. Là, maintenant, on a un autre qui s'appelle Drupal, qu'on va voir après, qui a repris un peu ce rôle. Donc là, vous avez le lien. Vous pouvez aller tester si vous voulez. Ok, ensuite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Joomla ou à... Avant de passer à autre chose. Oui. Et un hébergement, c'est le service. Un hébergement, c'est l'espace de stockage. C'est un espace de stockage où vous allez mettre les données pour votre site web. Le CMS, il vit dans un hébergement. L'hébergement, c'est une compagnie qui va vous fournir un espace sur un de leurs serveurs qu'on appelle l'hébergement. Et c'est où votre site web vit. Et puis, le CMS, c'est ce qui va dedans. C'est le moteur qui va générer les pages dedans. OK ? Oui, tout ce qu'on a montré, c'est gratuit. Oui. C'est payant, mais très peu, on va dire 25 € l'année si vous voulez le truc le moins cher. Quoi. Chez nous, on fait aussi de l'hébergement chez StrassWeb.
qui est à 17 €, je pense, pour l'année. 17 € l'année. C'est bien. Ouais. Et comment ça apparaît comment Bah, imaginons le site que je vous ai montré là. En fait, un nom, par exemple, à peu près, non comment, à quoi ça ressemble à quoi ça ressemble? Ah, c'est pas vraiment quelque chose qui est facile à visualiser. On va dire, comment je peux visualiser ça? Bah, imagine, quand je tape dans le bar d'adresse, strassweb.fr, notre site web, là, ce nom de domaine, ça c'est un nom de domaine, et il pointe vers un serveur quelque part dans le monde. Il pointe, c'est-à-dire que quand je fais entrer, mon navigateur va dire, comme un numéro de téléphone, strassweb.fr, ça pointe vers où? Et à l'occurrence, ça pointe vers notre serveur à nous, qui va du coup répondre quand le navigateur là dit est-ce qu'il y a quelqu'un, il va dire oui, et il va envoyer la première page, la page d'accueil de notre site. L'hébergement, c'est le service qui répond et dit oui, et puis qui envoie le données, et le CMS, c'est ce qu'il envoie. C'est le résultat du CMS, c'est ce qu'il envoie, la page d'accueil, la page que je demande, etc. Okay. Donc c'est difficile à envisager, mais vous pouvez imaginer ça comme l'hébergement, c'est la salle vers laquelle on pointe, et puis dedans, on a la machine qui crée la page, une feuille de papier, et c'est la page qui est envoyée à la personne qui demande. Donc la personne dit, tape strasse.fr, il dit, ok, oui, c'est la salle 207 dans ce bâtiment-là. La machine tourne une fois, il produit une feuille de papier, et c'est la feuille de papier qui est retournée et qui devient la page dans le navigateur. Ok, donc le CMS, c'est vraiment l'usine à l'intérieur, et l'hébergement, c'est l'espace où on a ces données, où on stocke ces données. Si, par exemple, vous voulez un site de 5 pages, de multilingue. C'est facile. Oui, et lequel est le meilleur? C'est ça le problème. Multilingue, ça doit être multilingue. Oui, oui. Moi, je dirais, pour 5 pages, ce serait un WordPress probablement avec le plugin multilingue, mais c'est dommage de devoir payer 80 € pour un truc de 5 pages. Mais le problème, c'est qu'il y a la solution de ce type, mais si vous voulez modifier des choses, c'est un peu difficile. On va voir Drupal, qui est aussi très lourd, qui est comme Joomla. Drupal, qui est comme Joomla qu'on vient de voir, qui est aussi un peu moderne, mais qui est encore un grand usine à gaz qui fait plein de trucs. Ouais. C'est un peu mon problème en fait, parce que je suis web développeur qui est spécialiste multilingue, et du coup, souvent des clients me disent mais pourquoi c'est tellement difficile de faire un site multilingue de quelques pages? Donc voilà, il n'y a pas vraiment de réponse très très bien. Et si on prenait on techniquement. D'accord, techniquement. Il y a un logiciel techniquement. Donc déjà vous envoyez un mail à l'association, vous dites je veux un hébergement, et voilà, on vous crée l'espace de stockage, et puis on vous donne des accès via que vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle un logiciel de FTP pour mettre les fichiers sur votre serveur, sur l'hébergement. On commence par Chez nous, il faut un espace de stockage d'abord, il faut un espace d'hébergement. Chez nous ou autre part, mais voilà. Parce que moi, je n'ai aucune. D'accord. Donc, d'autres questions? Hosting. Ok. Du coup, PrestaShop. Il y en a ici qui s'intéressent à faire du e-commerce? Non? Oui? Peut-être. Mais moi, j'ai déjà bossé avec PrestaShop, c'est bien. Hein. Franchement, c'est bien.
Donc, c'est un CMS, comme l'indique le nom, c'est un CMS de boutique en ligne. C'est un CMS de boutique en ligne. Ce n'est pas le seul, mais c'est quand même une solution vente en ligne très complète, qui est aussi très extensible avec des plugins, qui a une interface intuitive et ergonomique, et qui n'est pas lourd par rapport à d'autres. C'est quand même plus lourd qu'un WordPress, peut-être pas plus lourd qu'un Joomla finalement, je ne sais pas. Surtout plus lourd qu'un WordPress ou un script. Plus lourd, je veux dire que il faut un serveur un peu plus puissant pour le faire tourner correctement avec avec beaucoup d'internautes. Mais par rapport à, en fait, ça c'est, on va dire, l'entrée de gamme, le bas de gamme. C'est celui qui est le plus facile. Le prochaine étape, ça s'appelle Magento. Il est très très utilisé pour des boutiques en ligne, mais il faut faire du chiffre d'affaires parce que vous allez payer 200 € le mois le hosting, l'hébergement derrière, parce que ça coûte très cher, parce que c'est très gourmand en ressources. Donc, si vous voulez faire quelque chose qui ne va pas coûter cher, parce que justement c'est une première tentative, un premier lancement de votre entreprise en tant que vente en ligne, pour la vente en ligne, c'est une solution qui est très bien parce que c'est facile d'administrer, ça a beaucoup de fonctionnalités, mais ce n'est pas trop lourd. Okay, vous n'allez pas avoir des problèmes. Là, avec Magento, il faut vraiment un serveur derrière qui tourne. Il faut un serveur dédié, quoi. Il faut quelque chose qui est uniquement pour ce truc et pas partagé avec d'autres personnes. PrestaShop, il peut être relativement complexe au début. Et il est souvent mis à jour. Moi, j'ai mis un moins aussi à côté, donc bien, mais aussi pas bien, parce qu'il faut souvent du coup mettre à jour le socle. Et avec PrestaShop, vous avez probablement plus de chances à avoir des plugins qu'avec un WordPress. Et du coup, il faut, comme avec toutes les mises à jour, il faut être sûr que vous n'allez pas casser votre site entre guillemets en mettant à jour. Souvent, ce qu'on fait dans le cadre des sites de vente en ligne, c'est qu'en fait, on met le site en ligne sur, disons, manshop.fr, et puis j'ai une version de test que je mets sous test.manshop.fr, qui est une version à part, et quand il y a une mise à jour, je l'applique à la version de test, je vois si ça casse tout, et puis si c'est bon, je l'applique aussi à manshop.fr, parce que si je l'applique directement à manshop.fr, et qu'il y a un problème, j'ai mon site qui ne marche plus, j'ai des clients qui ont peut-être commandé des choses qui ne vont jamais arriver chez eux, etc. Donc vous avez intérêt à avoir à faire des précautions, prendre des précautions. Et ça, ce n'est plus le cas. Qui ne gère plus, il fonctionne maintenant avec des adresses IP multiples. Donc, adapté pour des sites, principalement de vente en ligne. Parce que quand vous l'installez, quand vous installez WordPress, vous allez avoir une page blanche à peu près avec un post de test, genre un article de test. Là, quand vous installez un PrestaShop, vous allez l'installer sur le serveur. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup, pas très compliqué pour un novice quand même. Et puis, vous allez être confronté à un site de vente en ligne qui est tout fait. Vous avez le tunnel de commande, vous avez le panier, vous pouvez ajouter des articles, vous pouvez passer la commande, etc., qui est tout fait. Et du coup, quand vous connectez au back-office, vous connaissez la différence, vous savez ce que c'est back-office, front-office? Front-office, c'est ce que voit l'internaute, et back-office, c'est quand je me suis connecté à StrasWeb avec mes identifiants, je vois l'interface administration. Quand vous vous connectez au back-office, vous allez pouvoir ajouter des produits, faire des promotions, des catégories. Je vais vous montrer après, il y a un site de démo qui est pas mal. Donc, du coup, il n'est pas trop adapté pour des sites de vente en ligne plus autre chose. Je veux dire, si votre site fait blog, article, c'est principalement un blog, mais on veut juste une toute petite partie vente en ligne, génial. C'est vraiment pour des sites qui sont majoritairement vente en ligne. Vous allez voir la page d'accueil et vous allez comprendre. Il n'est pas adapté pour des très grands sites de vente avec beaucoup de fréquentation, avec beaucoup de clients, parce que même s'il y a un cache, ce n'est pas aussi performant qu'un Magento derrière. Je vais vous montrer du coup
un démo. Si je retrouve mon souris, il est où? Ah, ok, c'est bizarre. J'ai perdu le souris. Ok. PrestaShop. Voilà. Donc, comme j'ai dit, tous les CMS sont gratuits, même Magento, hein, qui est une énorme usine à gaz, mais c'est gratuit. C'est juste que l'hébergement que vous allez devoir payer derrière n'est pas gratuit. Donc, normalement, j'ai raté le bouton. Démol. Vous pouvez regarder de ça. Donc, si je monte le front, donc ça, c'est par défaut quand vous l'installez. Vous avez des catégories, des sous-catégories, des promotions, une recherche, un panier, multilingue, un slider. Bon, les pads, enfin, on appelle ça des pads, les images de promotion, etc. C'est juste un truc pour montrer que la fonctionnalité existe. Évidemment, vous n'allez pas utiliser les mêmes. Mais vous avez les produits. Si je clique sur aperçu rapide, j'aurai un petit pop-up pour le produit. Internet est un peu lent dans cette salle. Voilà. Je peux l'ajouter à la liste des cadeaux. Il n'est plus en stock, ce produit. C'est dommage. Je peux aussi, on va dire, est-ce qu'il y a un que je peux ajouter au panier? Je pense pas. Non. Non, tout est épuisé. Mais on a aussi une page produit. Normalement, je pourrais l'ajouter au panier, mais là, il n'est plus en stock. Il y a une fiche technique, on peut mettre des informations techniques, etc. On peut l'ajouter au panier. Et si je trouve quelque chose qui est en stock, je vais le faire. Une fois que c'est au panier, c'est un panier classique, comme vous le savez, pour Amazon, pour Cdiscount, pour tous les sites de vente en ligne. Vous passez à la commande. Il y a un module de paiement PayPal qui est le module gratuit. Non, je ne sais pas si là, ajouter au panier, clôture de stock, non. Bon, bref. Bon, tant pis. Vous pouvez l'ajouter au panier. Par défaut, il y a paiement par virement ou par chèque. Donc, ça veut dire que vous allez mettre dans le site vos informations d'adresse ou vos informations bancaires. Quelqu'un va faire un virement manuellement. Et puis, quand vous le voyez, vous vous connectez à l'interface d'administration, vous cliquez sur oui, j'ai reçu le paiement, et là, ça passe en expédition, etc. Et c'est manuellement, vous allez expédier, etc. le truc. Mais il y a aussi du paiement en ligne, donc on peut faire du paiement par PayPal. C'est ce qui est proposé par défaut. C'est pas très intéressant si on est commerçant avec un petit nombre de chiffres, enfin un petit chiffre d'affaires, c'est pas trop intéressant parce qu'ils prennent quand même 3%, 3,5%, enfin 3,5% ou un truc du genre sur tout ce qu'on fait passer par PayPal. Mais après, il y a aussi des TPE qu'on peut. Donc, TPE, c'est les modules de paiement qui sont fournis par les banques. Vous savez, quand vous passez, parfois, vous allez sur des sites de vente en ligne, et puis quand vous cliquez sur payer, vous arrivez sur une page totalement moche, avec une case, avec du texte noir sur blanc, avec une case qui ne semble pas du tout à la page où vous étiez avant. C'est un TPE en fait. Vous êtes parti du site commerçant, vous êtes allé sur un autre site, le site de la banque, normalement. Vous saisissez vos informations de carte, vous cliquez sur valider, c'est la banque qui check est-ce que cette personne a de l'argent sur son compte ou pas. Et du coup, si oui, ils vont vous renvoyer vers le site marchand. Vous pouvez faire ça. Il y a aussi un module de paiement qui s'appelle Stripe, qui n'est pas mauvais, qui permet de rester sur le même site, et également de payer avec carte bancaire, etc. Tout ça, c'est des plugins qui s'achètent, mais qui ne sont pas trop chers. Pour Stripe, c'est 50 €, il me semble, l'achat du plugin. Pour PayPal, c'est gratuit. Pour les TPE, on parle de 200 à 300 € en fonction de la banque. Credimut, c'est à 300, et puis il y en a quelques-uns qui sont un peu moins chers. Donc, si je vous montre le back-office, demo@prestashop.com et prestashop_demo. Vous voyez que déjà, quand on
accède au back-office, on est plus lourd et il est plus lent. C'est parce que tout ce que vous voyez en front, il passe derrière le cache. Donc en fait, c'est qu'il ne régénère pas la page à chaque fois, mais il fournit déjà, même peut-être pas la page entière, mais des éléments de page, des bouts de page, etc. Et ça veut dire que c'est beaucoup plus rapide quand on se connecte en interface administration, il n'y a pas de cache parce qu'on veut les informations qui sont à jour là quand on demande la page. Donc, il est lent. Mais par rapport à Magento, c'est rapide. Donc voilà. En back-office, vous avez le dashboard avec les ventes, etc. qui ont été faites sur le site. Vous avez le catalogue. Vous pouvez modifier les produits, les catégories, les attributs. Vous avez une liste des commandes. Vous avez les règles de prix. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter des réductions, genre moins 10%, moins 20% sur tous vos produits, etc. Ou des produits qui correspondent seulement à certains critères, genre qui sont de la marque, je sais pas, L'Oréal ou comme vous voulez. Il y a des modules à rajouter, donc là, on va rajouter des modules de paiement, mais aussi des choses comme, on peut acheter des thèmes PrestaShop. C'est un peu plus cher que des thèmes WordPress parce que c'est beaucoup plus complet. On parle plutôt de 90 €, 100 € pour un thème, mais avec un thème tout fait, vous pouvez acheter un thème, vous installez un site PrestaShop. Enfin, vous installez PrestaShop, vous achetez un thème, vous l'installez, et puis vous avez un site qui fonctionne en e-commerce, quoi. C'est quand même bien. On a des règles de frais de port. Localisation, donc ça c'est la traduction de tous les chaînes de caractères de votre site. Et également, vous pouvez, évidemment, comme je dis, c'est en multilingue, donc vous pouvez, quand vous saisissez la description d'un produit, vous allez le faire en anglais, puis en français, avec l'allemand, etc. Comme ça, vous avez toutes les langues. Voilà, il y a des paramètres avancés, mais c'est très complet. Pas trop pour quelqu'un qui fait un site de vente en ligne, mais quand même très complet. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne fait pas des trucs comme du parrainage ou des cartes cadeaux ou ce genre de trucs mais on peut l'ajouter avec des modules. C'est une possibilité. Donc voilà. C'est pour un besoin très spécifique. Les gens qui veulent faire un site de vente en ligne. Oui. Est-ce qu'on s'inscrit en ligne avec PrestaShop et qu'on met à la place des photos des vêtements, par exemple, des vidéos, c'est possible? Oui, je sais pas. Il faudrait regarder dans le thème. Techniquement, oui, c'est possible. Je pense pas par défaut que c'est possible. Mais je pense que soit il y a un module qui va le faire, rajouter des vidéos dans la fiche produit, soit les thèmes, il y aurait des thèmes qu'on peut télécharger qui font ça, qui ont cette option, ce module. Mais par défaut, non, je pense pas qu'il soit possible de faire. Mais attention aussi au fait que c'est très, très perturbant pour un internaute d'arriver sur une page et avoir une vidéo qui se déclenche. Donc, quand j'arrive sur la page produit, souvent ce que nous on a fait moi j'ai travaillé l'année dernière dans une agence web et un de mes projets, on avait fait des vidéos, mais que c'était genre, vous avez l'image du produit, et puis en bas il y avait les petites vignettes, et la première vignette c'était une vidéo. Et je clique dessus et je vois toute la vidéo en plein écran, mais ce n'était pas par défaut l'image du produit. Ok. Voilà. Donc, mais bon, du coup, c'est pour un besoin très spécifique, mais pour ce besoin-là, il est très adapté. Oui. Différentes entreprises, vous avez parlé de thème. Qu'est-ce que vous appelez un thème exactement? Un template, un thème, je peux vous montrer. Attendez. Modules and Theme Catalog. Donc là, vous avez vu le front de ce site. Par défaut, il est comme ça. Mais imaginons que je veux pas un truc comme ça, parce que voilà, je veux un truc, je sais pas, sombre, je vends des guitares à des gens de métal, je veux un truc bien plus avec mon look, je peux trouver un look qui correspond à mon site. Et là, on va dire, ça c'est plutôt supermarché, mais par exemple celui-là, ça pourrait être bien si je veux un site de musique, ou un site de matos, musique, rock, machin truc. Du coup, je regarde, est-ce que ça me plaît? Il y a souvent un démo. Un peu lent. Voilà. C'est pour des pneus à l'occurrence, mais bon.
Il y a un démo de ce site. Ok, oui, c'est un thème qui me plaît bien. Du coup, je l'achète à 90 euros, 90 euros, ouais, c'est ça. 99 euros. 99 euros 99. Plus TVA, donc 119 euros 99. Mais je peux l'installer, je peux l'ajouter, et puis je peux le rajouter dans mon back-office ici. Je peux simplement dire oui, j'ai acheté ce thème, normalement il y a un code à saisir ou quelque chose qui prouve que je l'ai acheté, et il le téléchargera et je peux l'appliquer à mon site. Et du coup, tout l'aspect du site changera, je n'aurai plus du tout le même front office, toutes les couleurs, etc. changeront. L'autre possibilité, c'est de payer une agence ou un développeur freelance pour faire un thème pour le site aussi. C'est ce que les grandes entreprises ont envie de faire parce qu'ils veulent quelque chose qui correspond bien à leur identité visuelle. Même des petites entreprises, moi je suis en train de faire un site pour une entreprise de vente en ligne, avec PrestaShop, pour une entreprise de vente en ligne de matériel vétérinaire. Donc c'est un tout petit site, il y a genre 15 personnes qui y vont tous les ans, mais chaque personne dépense 30 000 euros. Donc, parce que c'est des matériaux très chers, et du coup, pour l'instant, leur site n'est pas du tout adapté. Et là, moi je développe le thème comme on a vu. Je pars d'un thème de base, genre blanc, avec rien, aucun style, etc., aucune couleur. Et puis je développe le thème pour le client en accord avec sa charte graphique. Oui. Oui. Ça se fait en HTML, CSS et aussi un langage de template de PrestaShop qui est aussi utilisé pour d'autres CMS qui s'appelle Smarty. Qui est, en fait, c'est pour éviter de devoir faire du PHP dans le template. Quand on développe un template pour WordPress, on fait du PHP directement dedans. Pour d'autres CMS, on a d'autres façons d'éviter de faire du PHP. PHP, c'est notre langage de script. Et du coup, Smarty, c'est une façon, en fait, de simplifier le PHP. Du coup, au lieu de dire, le titre, c'est echo $titre, en fait, il y a juste des balises et je mets titre et il va me dire le titre de la page, il va mettre dans le template. Mais c'est en HTML, CSS, à peu près. Ok? Oui. Est-ce que les données bancaires des clients sont sécurisées par défaut? Oui, donc, par défaut avec PrestaShop, vous avez paiement par PayPal, paiement par virement, paiement par chèque. Paiement par chèque, tout ce que vous mettez à l'écran, c'est votre adresse à vous, que les clients vont vous envoyer un chèque avec leur numéro de commande écrit sur le dos du chèque, un truc du genre. Donc, aucun données bancaire. Pour les données de virement, vous allez mettre votre RIB, IBAN, RIB, machin truc avec le BIC, et puis c'est au client de faire un virement vers votre compte. Mais vous savez que quand vous donnez votre IBAN ou votre RIB à quelqu'un, ils n'ont pas le droit de prélever de l'argent sur votre compte sans que vous signiez une feuille qui est remise à votre banque. Donc, de toute façon, et par exemple, en Allemagne, 90% des ventes en ligne, c'est fait comme ça. Il ne se fie pas du tout des cartes bancaires. Et 80% des ventes en ligne, en Allemagne, c'est un virement que tu fais avec le numéro de la commande, et puis c'est validé manuellement par quelqu'un derrière. Donc, ça, oui, c'est aussi sécurisé, ça va. Pour paiement par carte bancaire, si c'est PayPal, il traite les données, ils ne viennent jamais chez nous. Si c'est un TPE, le TPE traite les données, ça ne vient jamais chez nous. Si c'est Stripe dont j'ai parlé, les données sont saisies sur notre site, mais emballées, sécurisées, envoyées chez le serveur de Stripe qui les vérifie, et puis la réponse oui ou non est renvoyée vers le site. Donc les données ne sont jamais envoyées à partir du site en clair. Et de toute façon, ce qu'on a l'habitude de faire maintenant avec des grands sites de vente en ligne, c'est de faire vous savez le petit cadenas vert que vous avez en haut à gauche de la barre d'adresse, souvent ici. Je ne sais pas si c'est le cas sur... c'est sûrement le cas sur PayPal, je ne sais pas si c'est le cas par exemple sur eBay.fr. Peut-être pas. Mais vous avez... Non. C'est sûrement quand je vais dans le... Je vais voir s'ils ont des HTTPS sur la page de pub. Non. Ah, non, voilà, ça marche pas. Donc, normalement, le cadenas rouge, là... Ouais, ok. C'est pas grave.
Ici, vous avez un petit cadenas vert qui va dire en fait que le site est sécurisé, que les données sont chiffrées. Et en fait, il y a le cadenas quand les données sont chiffrées. Par exemple, si vous allez sur le site de Strasweb, c'est un cadenas qui n'est pas vert. Ah si, ah non, voilà, c'est un cadenas qui n'est pas vert. Le cadenas tout seul, ça veut dire que les données entre ce site et votre navigateur, donc là, sont envoyées en chiffré. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre, un tiers, intercepte notre connexion, surtout si vous êtes sur une connexion Wi-Fi, sans mot de passe, genre vous allez dans un café et vous vous connectez au réseau, là, tout ce que vous envoyez, tout ce que vous faites, c'est en clair, sauf si vous êtes sur un site sécurisé. Donc, à l'époque, Facebook, Google, etc., ne chiffraient pas les mots de passe. Ils n'étaient pas tous enchiffrés par défaut. Du coup, si vous étiez sur un réseau Wi-Fi à la Terre française ou un autre bar qui a un réseau gratuit et ouvert, quelqu'un d'autre qui est sur le même réseau pouvait regarder exactement ce que vous faisiez et toutes vos données en passant. Et c'est toujours le cas pour certains sites, mais majoritairement, ils sont en HTTPS. Donc si vous voyez le S après, ça veut dire que c'est chiffré. Vous n'avez rien à craindre, même si vous êtes sur un réseau ouvert. Par contre, le cadenas n'est pas vert. Pourquoi? Parce qu'on peut payer pour qu'une entreprise fidèle, une entreprise à laquelle on fait confiance, signe notre certificat de sécurité, comme quoi notre entreprise est une entreprise légitime. Et quand c'est signé par quelqu'un, c'est signé informatiquement en fait. En fait, ils prennent le certificat qui a une clé de chiffrage, ils le rechiffrent avec leur clé de chiffrage à eux. Du coup, on sait que c'est eux qui ont chiffré ça, et du coup que c'est signé par eux, et donc du coup, que c'est valable, enfin que c'est vraiment et réellement un site fiable. Donc, eBay, Amazon, tous les sites de vente en ligne, etc. Vous allez voir le cadenas vert, ça veut dire que c'est signé par une de ces grandes 3 ou 4 compagnies dans le monde qui valide ces certificats pour dire oui, c'est authentique. Ok? Parce que là, même si les données sont chiffrées, vous ne savez pas si Strasweb.fr c'est un site qui est un site de phishing ou pas, un site de phishing qui veut choper vos identifiants carte bancaire, etc. Il peut très bien aussi avoir un certificat qui permet de chiffrer les données, mais ce ne serait pas signé par quelqu'un d'autre, ce ne serait pas vert. Ok? Ensuite, vous avez des sites qui sont verts, plus un espèce de pop-up, truc machin, qui dit ce site a été signé par VeriSign, ou je sais pas quoi. Et là, souvent vous avez genre ici un grand truc vert, un bloc même. Et ça, c'est quand vous avez payé encore plus cher pour qu'une entreprise le signe et qui vérifie les informations juridiques de votre entreprise pour vérifier que ça correspond effectivement à qui vous êtes. Et ça coûte, une signature, ça coûte vers 100 € l'année. Une signature truc vert, ça coûte vers 500, 600 € l'année. Voilà. Ça répond à votre question? Donc, pour un PrestaShop de base, vous n'avez pas besoin, parce que de toute façon, les données bancaires de vos clients ne sont jamais envoyées via ce site. Mais, il est toujours bonne pratique que quand vous avez du login, quand quelqu'un va saisir un mot de passe, parce qu'on sait que tout le monde utilise les mêmes mots de passe pour tout, il est quand même une bonne idée de mettre en place un certificat gratuit ou un certificat quelconque, même si vous payez ça. Votre hébergement, si c'est OVH ou one-on-one ou qui que ce soit, ils vont vous vendre un certificat à 30 € l'année et vous mettez un certificat comme ça. La connexion, et ce sera gris, ce ne sera pas un truc vert, mais la connexion est chiffrée, donc on sait que les identifiants et les mots de passe de nos utilisateurs ne sont jamais envoyés en clair. Voilà. OK? Donc, PrestaShop est intéressant. On a aussi, donc le dernier qu'on va voir, non, pas le dernier, on a encore un autre après. C'est Drupal. Drupal, c'était à l'époque le concurrent de Joomla. Quand tout le monde s'est dit, punaise, Joomla, c'est n'importe quoi, c'est trop difficile, c'est trop la galère, etc. Drupal est venu en disant, ouais, on est cool, nous, en fait, finalement, c'est pas si difficile de faire un site, etc. Et du coup,
il est devenu la solution la plus souple et la plus complète du marché pour tout. Donc, il peut faire un site vitrine, il peut faire un site d'actualité, il peut faire un site événementiel, il peut faire un site de vente en ligne, il peut faire un site de réseautage, il peut faire un site social, il peut faire un site... Enfin, il y a plein de modules qui se greffent sur Drupal. Et il y en a quand même beaucoup qui sont activés par défaut quand on télécharge. Il y a aussi ce qu'on appelle des distributions. Est-ce que quelqu'un utilise Linux? C'est ce que c'est? Non? Oui? Linux? Vous pouvez me dire ce que c'est une distribution? Non? C'est genre Ubuntu ou Linux Mint ou je sais pas quoi. Et une distribution, en fait, c'est quelqu'un qui prend le même logiciel avec un tas de plugins qu'il a sélectionnés et qui fait un package du tout et qui l'envoie et qui le met à disposition comme ça, tel quel, publié, avec les plugins déjà installés. En gros, des distributions Drupal, il y en a beaucoup, et c'est pour des gens qui veulent, par exemple, il y en a spécialisés dans tous les domaines, pour des gens qui veulent des sites d'associatifs, des gens qui veulent des sites de vente en ligne, des gens qui veulent des sites de... Il y en a beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Pour presque tous les besoins. Et c'est un truc complet qu'on peut télécharger, et tous les types de contenus, les paramètres, etc., les plugins sont installés. C'est vraiment complet. Et la communauté est très active. Lorsque Joomla, ça commence à chuter un peu, en Drupal, on est en plein essor, il y a beaucoup de gens qui développent dessus. L'agence où moi j'étais l'année dernière, on faisait du WordPress, Drupal et du Magento uniquement. Donc on ne faisait pas de Joomla, pas de script, pas d'autre chose. C'était les trois qui couvraient tous nos besoins. Donc soit c'était un petit site monolingue, c'est WordPress, soit c'est un site complexe, multilingue, avec des fonctionnalités un peu différentes. Là c'est du Drupal, soit c'est du e-commerce, et c'est du Magento. Quels sont les inconvénients? Il y a peu de fonctionnalités de base, et il faut des extensions pour presque tout. De base, il fait très peu. Mais il le fait bien, mais il fait très peu. Il faut ajouter des extensions pour presque tout. Quand on met à jour Drupal, je ne sais pas, les développeurs, ça leur amuse, je pense, ça les amuse de changer plein de trucs, de casser toutes les extensions précédentes, etc. Donc, c'est souvent le cas qu'on va faire une mise à jour. Là, on est Drupal 7, je pense. C'est la version actuelle. Peut-être 8, je ne sais plus. 7, je pense. Et moi, j'ai bossé avec un site qui était sous Drupal 5. Et en fait, je ne pouvais plus le mettre à jour. Parce que, de toute façon, toutes les extensions qui étaient installées ne marchaient plus du tout avec les nouvelles versions. Donc, du coup, il aurait fallu tout changer. J'ai dit, non, stop, on va recommencer à partir de zéro avec un WordPress parce que ce sera beaucoup plus simple. Les extensions, elles sont payantes. Parfois non. Pas forcément. En fait, PrestaShop, c'est une entreprise, c'est pas une association. Lorsque tous les autres, c'est du gratuit, c'est du open source, PrestaShop, c'est open source, mais c'est créé par une entreprise. Et l'entreprise vend les extensions. Donc, le socle par défaut, il est gratuit, et les extensions et les thèmes sont très très souvent, voire systématiquement presque toujours payants. Pas beaucoup, 20 euros, 30 euros, voilà. Comme un logiciel, quoi. Mais payant. Avec Drupal, c'est une communauté open source derrière qui crée beaucoup d'extensions, comme avec WordPress. Donc il y en a beaucoup qui sont gratuits. Pas tous. Il y en a quand même qui sont payants. Mais pas tous, non plus. Il demande un certain niveau de compétence au niveau du développement. Si vous allez changer le thème, les templates, etc., là, ça commence à être un peu quand même difficile. Mais pas aussi difficile que Joomla, en tout cas. Donc, c'est la solution la plus professionnelle. Okay? C'est la solution qui est, pour les développeurs surtout, c'est celui qui permet de faire vraiment ce qu'on veut faire avec un site web, tout en restant, pour la personne qui va l'administrer, relativement simple. Il y a beaucoup de modules, mais si on le gère mal, elle peut être très consommatrice en ressources comme tout presque, mais elle peut quand même
consommer beaucoup de ressources de votre serveur si vous n'avez pas de cache, si vous avez plein de modules qui interfèrent l'un avec l'autre, etc. dedans. Hop, c'est pas marqué, il est multilingue par défaut. Ok. Donc, il est multilingue par défaut, il y a beaucoup de modules. Je vais vous montrer quand même des distributions, parce que c'est un des trucs qui est très intéressant. Donc les distributions, c'est des ensembles de modules en fait. C'est quelqu'un qui a dit, écoute, je vais faire une distribution pour des écoles. Du coup, toutes les écoles, ils ont que à télécharger ça, à l'installer, et puis c'est un truc qui fonctionne déjà. Et du coup, je vais assembler cette module-là, cette module-là, cette module-là, cette module-là, et je vais mettre le tout dans un package et le mettre à disposition de tout le monde. Et c'est gratuit. Donc, ok. Donc là, là c'est des distributions. Et vous avez vraiment un peu de tout. Donc là, par exemple, Drupal Commons is a ready-to-use solution for building either internal or external communities. It provides complete social business software solution for organizations. Donc là, c'est en gros un espèce de forum où je peux organiser tout par thème, par un blog, avec discussion, avec un wiki, avec des documents, avec des événements. Je peux créer des relations entre les utilisateurs, etc. Open Publish, c'est pour faire un site de news, d'actualité. De l'industrie, hein, c'est pas un truc de 4 mecs dans un garage. Là, on a Panoply, bon, je sais pas ce que c'est. Open Church, c'est pour des églises. D'accord. Ça, c'est pour des sites institutionnels de l'État. Il y en a beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, l'Australie a pris la décision de développer tous leurs sites institutionnels de l'État sur Drupal et puis de créer des distributions. Donc là, si on cherche, souvent on cherche école ou je sais pas quoi, il y aura un site qui est adapté pour faire le site de votre école en Australie, dans les États et puis c'est des gens qui ont utilisé des modules pour faire un truc vraiment spécifique, et puis ils ont distribué ça à tout le monde. Mais il y en a beaucoup, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut chercher? On va chercher école pour voir. Donc, ça c'est pour des associations à but non lucratif, pour engager avec du public, pour faire du fundraising. Là, c'est Coolio qui est pour les écoles aux États-Unis. Il y a Civic CRM aussi qui est pour... Vous savez ce que c'est du CRM? C'est de la gestion des clients. En gros, il y en a beaucoup. Et chacun, c'est Drupal avec plein de modules autour qui sont déjà installés dedans, par défaut. Ça peut être intéressant. Voilà. Culture is a web-based international project qui connecte les États-Unis, des étudiants des États-Unis avec d'autres étudiants dans d'autres pays. Okay. Par exemple. Ok. Voilà. Questions? Des questions? Donc. Ok. Pico. Pico, c'est un CMS très basique. Moi, je l'ai choisi totalement aléatoirement. Il y en a beaucoup. Il y en a toujours des nouveaux qui arrivent sur le marché en disant le CMS le plus simple. Donc voilà, j'en ai choisi un, mais il y a des milliers, je ne sais pas, je l'ai testé vite fait avant de faire la formation, mais il y en a beaucoup. Quoi. Ils sont tous similaires de certaines façons. C'est facile à utiliser. Il n'y a pas besoin de SQL. Pour ceux qui connaissent déjà un peu le domaine, ils vont savoir pourquoi ça c'est génial.
c'est parce que vous pouvez, en fait, vous n'avez pas besoin de stocker vos contenus à part dans une base de données et les fichiers ailleurs. En fait, vous stockez les contenus dans des fichiers TXT ou quoi que ce soit, mais comme des fichiers. L'interface, elle est simple. Donc là, celui-là. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Markdown? Non? C'est un langage très simplifié pour faire du formatage de texte. Ok? C'est comme vous savez qu'en HTML, pour faire du formatage de texte, on met des balises. En Markdown, on met aussi, mais en fait, c'est des caractères spéciaux qui ont des significations spéciales. En gros, c'est une façon facile d'écrire des templates vite fait en TXT. Et les templates sont aussi en Twig, qui est un engin de template très très simplifié aussi. Donc du coup, avec un petit peu d'auto-formation, vous allez pouvoir très rapidement écrire des articles. Mais il n'y aurait pas de WYSIWYG, il n'y a pas de bouton bold, de bouton strong, de bouton soulignement, de bouton italique, etc. C'est fait avec des caractères spéciaux. Il ne gère pas des structures complexes, c'est très simple. Il est trop simple pour des sites avec plus d'une dizaine de pages. Et il n'y a pas d'interface d'administration. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire sur le site, vous devez le faire dans les fichiers, en tapant du code ou en ajoutant des fichiers ou en changeant de variable. On peut aller regarder vite fait. On n'a pas beaucoup de temps. Mais après, je peux peut-être ne pas faire regarder parce que c'est quand même très intéressant. Donc, download. Ok, je fais juste. Du coup, là, je fais une installation de CMS, mais en local. Hein. C'est pas sur un serveur, c'est juste sur mon ordinateur. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est je vais lire le README et normalement, j'ai juste copié, je pense, les fichiers dans le truc et c'est bon. Parce que celui-là, il n'y a pas de liaison avec la base de données. Ok, le README, en fait, c'est pas très utile. C'est tout. Donc, je pense que si je mets juste les fichiers dedans, ça devrait fonctionner. Donc, je prends tout ça. Donc là, j'ai copié. En gros, j'ai juste copié-collé les fichiers qu'il y avait dans le pack, ici. Puis je vais tester ce que ça donne au niveau du navigateur. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il galère un peu avec les deux écrans, je pense. J'ai l'impression. C'est trop long. Donc, là, c'est le dossier où je viens de l'installer. 1.27.0.0.1, ça veut dire chez moi, sur mon ordinateur. Voilà. Welcome, vous avez réussi. Du coup, il n'y a pas d'administration, pas de base de données. On crée simplement des fichiers .md et on le met dans le dossier content et ça devient une page. Par exemple, ce fichier s'appelle index.md. Ok. Ok. Et ok, donc du coup, je vais tester sur
ici, dans Content, je vais créer un fichier qui s'appelle formation, un dossier qui s'appelle formation. Et puis là-dedans, je vais mettre un index.md, comme ils ont fait là. Sauf que je vais le modifier, mais j'ai double-cliqué, je l'ai pas vu. Donc là, ça c'est du markdown, comme j'avais dit, c'est en gros, le formatage, il est fait par des dièses, par des trucs comme ça, quoi. Donc, je vais dire juste formation CMS Strass Web. Le titre, ce sera formation Strass Web. Les descriptions, je ne mets rien. Et puis là, j'aurais pu mettre n'importe quoi comme contenu, mais je vais virer tout ce qu'il y avait déjà. Et vous savez, quand on fait du code pour le web, pour tester, qu'est-ce qu'on met? Hello world. OK. Donc, du coup, là, je l'ai mis ça juste simplement dans Pico Content Formation et j'ai mis ça là-dedans, index.md. On va voir si ça fonctionne. Donc, je rafraîchis la page. Formation Strass Web. Et si je clique dessus, ah, not found. C'est bien. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Le requested URL. Ok, je ne sais pas. C'est bizarre. Mais normalement, ça aurait dû fonctionner. C'est peut-être l'hashtag qui n'est pas bon. Bref, j'ai des problèmes en local avec mon truc de toute façon, donc c'est peut-être ça. Ah ouais, ok. C'est pour ça, effectivement. Bon, bref, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est normalement sur un vrai serveur web à distance, ça fonctionnera. C'est juste que chez moi, mon serveur local, il est un peu, il a des problèmes, quoi. Il a des problèmes depuis toujours. Du coup, c'est très simple. C'est une façon de faire un site extrêmement simple, avec juste quelques pages, quoi, avec juste, vous avez vu, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de sens de, je mets ça dans un sous-dossier, dans un machin truc. Tous les fichiers, ça apparaît dans le menu, automatiquement. Ça peut être bien pour des sites de quelques pages, des sites avec du contenu statique qui change très peu. Pas de fil d'actualité, évidemment. Et si vous avez un hébergement qui n'a pas de serveur SQL et vous n'avez pas envie de payer un truc à 20 € l'année, bah, prenez ça, quoi. Pas de trop bien pour des sites en évolution, des grands sites évidemment, et des sites d'actu. Vous pouvez tester chez vous ou sur un serveur, je vais voir chez moi pourquoi ça ne marche pas. Ok, dernier, c'est l'inverse. Easy Publish, ça c'est plutôt, je vous présente ça juste pour votre culture générale, et pour vous montrer l'autre côté du spectrum, quoi. Là, on avait Pico CMS qui n'est pas connu du tout, c'est juste un que j'ai choisi plus au hasard. On a Easy Publish qui est très connu, mais qui est genre énormément lourd et qui n'est pas gratuit, qui est très cher, qui coûte 2 000 ou 3 000 € par an. Mais c'est juste pour vous montrer que ça existe. C'est la solution la plus puissante. Il a un noyau très fonctionnel, et c'est la médiathèque de référence pour un CMS dans tous les CMS. Par contre, c'est payant, c'est pas open source, les modules sont très chers. La maintenance, c'est très cher. Le serveur que vous allez devoir avoir pour le faire tourner est très cher. En gros, c'est très cher. OK. Il est une solution technique totalement orientée objet. Pour ceux qui font du programmation, ils sauront ce que c'est. Pour ceux qui n'en font pas, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est une autre façon de regarder quand au lieu de dire, quand on programme quelque chose, au lieu de dire, d'abord on fait ça, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça, ensuite on fait ça, on va dire, on va créer des objets,
Et dans les objets, on va stocker des méthodes. Et du coup, premièrement, on va appeler cet objet-là avec cette méthode-là. Et ensuite, on va appeler, en fait, c'est une façon d'abstraire beaucoup plus, qui rend ce qu'on fait beaucoup plus performant et beaucoup plus, on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à appréhender pour quelqu'un qui est novice. C'est un CMS pour des spécialistes. La communauté est très faible et ça demande un budget très conséquent. Donc, en fait, Easy Publish, en gros, c'est utilisé par des grandes boîtes qui font des sites institutionnels ou des sites d'actualité, etc., qui font des milliers de pages. C'est vraiment le genre de truc qui prend beaucoup de ressources, qui doit être maintenu par presque une équipe, quoi. C'est ce genre de truc que si vous allez chez IBM, sauf que c'est IBM et du coup ils ont développé leur propre outil en interne, s'ils n'avaient pas, ils auraient un truc du genre comme ça parce que c'est extrêmement performant, etc. Mais bon, c'est IBM. Par exemple, pour toute la documentation, pour gestion de documentation en interne et tout ce genre de trucs. Voilà. C'est un CMS élitiste. C'est pas moi qui ai écrit ce slide. Ça avait une base de spécialistes d'entreprises à gros budget. Ça, c'est pas. Ça demande des connaissances dans l'architecture au système avant de s'y lancer. Et ce n'est ni adapté aux TPE, ni aux blogueurs. Donc, voilà. Donc, la conclusion, c'est... Je suis là pour vous renseigner à la fin, mais il faut quand même que vous y réfléchissiez, que vous preniez votre décision vous-même. Il y a quelques liens utiles pour faire ça. opensource.cms.com. En fait, ce site, il est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a presque tout, une grande partie des CMS qui existent, qui sont open source. Donc tout ce qu'on a vu, sauf Easy Publish à la fin, qui sont open source, qui sont déjà sur ce site, qui sont répertoriés. Il y a des gens qui ont laissé des commentaires, mais surtout, il y a presque pour tout un démo. Donc vous pouvez tester, vous pouvez regarder ce que ça fait en front, ce que ça fait en back, si c'est quelque chose qui semble simple ou pas, etc. Il y a il y a un lien aussi pour bien choisir son CMS. Donc ça, c'est des infos qui vont vous aider à vous orienter. Est-ce que je fais un WordPress? Est-ce que je fais un Drupal? Est-ce que je fais un Split? Est-ce que je fais un PrestaShop?